Bonjour à toutes, bonjour à tous. Frédéric Joël Aïvo, professeur titulaire de droit public, constitutionnaliste, une des fiertés du Bénin en la matière, sollicité de par le monde, est écroué en prison dans son pays depuis le 15 avril dernier pour atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux. Une date est annoncée pour sa comparution devant la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme. Il s'agit du 15 juillet prochain. En attendant, ces conditions de détention font polémique. Ses avocats sont vent debout à propos. Professeur Ludovic Elebel, bonjour. Bonjour, je vous remercie de me recevoir. Vous êtes professeur et avocat spécialisé en droit international, des droits de l'homme et stratégie contentieuse transnationale, professeur de droit à la faculté de droit d'Aix-en-Provence en France, directeur de l'Institut d'études humanitaires internationales, expert aux Nations Unies, fondateur du cabinet Elebel Avocat, que sais-je encore. Vous êtes l'un des avocats de Joël Aïvo et nous vous recevons escalité. Merci d'être des nôtres depuis la France. Je vous remercie en tout cas de me recevoir, c'est un grand plaisir pour moi. Je tiens à préciser que je vais m'exprimer en tant qu'avocat, bien sûr, et que mes propos n'engagent aucune des institutions d'affiliation qui ont été mentionnées par vous en guise de présentation. Merci encore de me recevoir. Tout à fait, professeur Elebel, c'est nous qui vous remercions. Votre client aurait été atteint de Covid-19 en prison pendant qu'à l'entrée, il était détecté sain. Joël Aïvo est-il tiré d'affaire parlant de son état de santé, professeur Elebel? Alors, le professeur Joël Aïvo a été, comme vous l'indiquiez, effectivement bel et bien atteint par le Covid-19 en détention. Il a effectivement contracté dans des conditions de détention qui sont particulièrement déplorables. Il était très malade et d'après certaines sources, son pronostic vital d'ailleurs a même été engagé. D'après les toutes dernières informations que j'ai pu obtenir pour ma part, son état de santé reste préoccupant, mais stabilisé. Il est aujourd'hui très affaibli. Sa famille est évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement inquiète. Il souhaite bien sûr que ses droits d'accès à un médecin indépendant de son choix soient garantis pour lui permettre d'avoir un traitement adapté, évidemment, et afin que sa convalescence dans des conditions de détention que vous connaissez se déroule le mieux possible. Qui est responsable pour le surplus? J'allais vous demander qui est responsable de cette dégradation de l'état de santé de Joël Aïvo, professeur Elebel. Alors, le professeur Aïvo a été, comme vous l'avez indiqué en guise d'introduction, arrêté le 15 avril 2021. Il a été arrêté de manière arbitraire, sans mandat, sans motif. Et durant ces 2 premiers mois de détention, il faut souligner qu'il a subi un régime carcéral indigne qui défie l'entendement lorsque l'on lit les témoignages. Il a été incarcéré et placé dans une cellule bondée, insalubre, aux conditions d'hygiène tout à fait inacceptables, dans des conditions cruelles, inhumaines et dégradantes. On parle ici d'une cellule où l'on a entassé des hommes malades avec une cruauté totalement inouïe. Il faut peut-être dire quelques mots de cette situation et peut-être y revenir. Joël Aïvo, après son arrestation, va effectivement connaître, d'après ce qu'on en sait, d'après les récits que l'on en a, l'enfer carcéral. Il va être placé dans cette cellule de 30 mètres carrés avec 38 autres détenus, et ce pendant près de 2 mois. Alors bien sûr, quand on détient des êtres humains dans des conditions innommables comme celle-là, c'est déjà en soi inacceptable. Mais là où ça devient particulièrement cruel, pour répondre à votre question, c'est que les autorités carcérales ont fait cohabiter, dans ces conditions sanitaires immondes, des détenus malades du Covid-19 et des détenus sains, ce qui a inévitablement exposé de manière certaine à la contamination les détenus qui n'étaient pas porteurs du virus. C'est évidemment en soi une violation grave et flagrante des droits de l'homme qui est imputable au Bénin. Voilà donc les conditions de base dans le cadre desquelles Joël Aïvo s'est retrouvé
et qui expliquent qu'il a effectivement contracté le virus. Alors vous imaginez la souffrance du professeur Joël Aïvo dans de telles conditions de détention. C'est une souffrance qu'il a partagée évidemment avec ses autres codétenus. Comme les autres, il a dû cohabiter dans cette cellule surpeuplée. Il a dû, comme les autres, utiliser l'unique douche de cette cellule collective, l'unique WC sans chasse d'eau pour près de 40 personnes. En plus de ça, on lui a infligé, à lui en particulier, un traitement spécial, restrictif. Il a dû rester, au début en tout cas de sa détention, enfermé 24 heures sur 24 dans cette cellule. Il n'avait pas le droit de sortir. Il avait le droit de sortir tout au plus 2 fois par semaine pour voir son épouse et ses avocats. Mais il s'est vu imposer un régime carcéral strict à l'extrême, complètement disproportionné en droit, cruel et dégradant, ce qui a ajouté évidemment à la pénibilité des conditions de détention. Et donc c'est dans ce cadre-là que Joël Aïvo a contracté la Covid-19. Il a développé une forme sévère de la maladie. Et bien sûr, pour ajouter à sa souffrance, manifestement, ou en tout cas ce qui a ajouté à sa souffrance, c'est qu'il s'est vu privé d'accès à des soins médicaux. Et on l'a laissé là se tordre de douleur dans le fond de cette cellule collective décrite comme je viens de le faire. Oui. Et c'est là qu'on me rapporte effectivement qu'il aurait frôlé la mort. C'est ça qui est évidemment cruel et inhumain. Et Joël Aïvo va ensuite seulement être transféré dans un autre quartier après pratiquement 2 mois, aux conditions carcérales qui restent inacceptables, mais un peu plus dignes. Professeur Enebel, est-ce à dire que c'est l'État béninois qui est responsable de cette dégradation de l'état de santé de Joël Aïvo, en termes terre à terre? De manière très concrète, sur un plan strictement juridique, il faut rappeler, en tout cas, qu'il pèse sur l'État, sur chaque État, notamment sur le Bénin, l'obligation d'assurer des conditions dignes et décentes, humaines, de traitement des détenus. Le Bénin a l'obligation en droit international des droits de l'homme de respecter un certain nombre de règles qui visent à garantir la dignité humaine des détenus. Et il semble qu'à la lumière des conditions telles que décrites, dans le cas de Joël Aïvo, eh bien, le respect de ces conditions minimales de détention n'a pas été respecté. Les droits de l'homme, et c'est important de le retenir, de le savoir, de le prendre en compte, les droits de l'homme ne s'arrêtent pas aux portes des prisons, pour paraphraser ce que disait la Cour européenne des droits de l'homme. Au contraire, justement, c'est au sein des prisons et des centres de détention que l'on doit renforcer encore la protection des droits de l'homme, car par définition, justement, les détenus vont se retrouver dans une situation de vulnérabilité particulière entre les mains de l'État, sous le contrôle de l'État et donc normalement sous sa protection. Donc à partir du moment où on constate que des conditions de détention ont été inhumaines, cruelles et dégradantes, comme c'est le cas dans le cas de Joël Aïvo, eh bien effectivement, il faut demander en principe des comptes à l'État responsable, en l'occurrence le Bénin, pour vérifier dans quelle mesure est-ce que le Bénin a ou non respecté ses obligations internationales en la matière. J'ajouterai à cela un autre point important, c'est qu'à partir du moment où des conditions de détention carcérale inhumaines, cruelles et dégradantes sont ainsi dénoncées, comme dans le cas de Joël Aïvo, il appartient à l'État de diligenter, et ce de manière automatique, une enquête indépendante et impartiale afin d'identifier les défaillances et les personnes qui ont été responsables de ce type de traitement. À défaut de diligenter une telle enquête, le Bénin engage à nouveau sa responsabilité internationale pour violation de ses obligations en matière des droits de l'homme. Donc, à votre question, il y a 2 éléments de réponse. Premièrement, les conditions de détention qui sont inhumaines, cruelles et dégradantes engagent-elles la responsabilité d'un État comme le Bénin? La réponse juridique est oui. Deuxième question, est-ce que par ailleurs, une fois que le Bénin, les autorités du Bénin ont été informées de ces types de conditions
inhumaine, dégradante et cruelle, quelle est en principe la réaction que l'État doit avoir? Bien, l'État doit, de manière automatique, effectuer une enquête pour déterminer les responsabilités et évidemment mettre un terme dans les meilleurs délais à ces situations absolument inacceptables et qui violent le droit international des droits de l'homme. Et jusqu'ici, on n'a pas eu de réaction à propos. Et malgré toutes les dénonciations faites, l'autorité judiciaire au Bénin semble imperturbable dans sa posture. Est-ce qu'on peut rester ainsi dans cette posture de façon indéterminée? Est-ce qu'on peut défier les droits de l'homme en matière de situation carcérale de détenus? Le droit international des droits de l'homme est un outil qui doit permettre à l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs gouvernementaux, de pouvoir agir dans le cadre de l'état de droit et du respect des règles élémentaires de justice et des droits fondamentaux. Donc le droit international des droits de l'homme est là évidemment pour guider les États dans le type de régulation qu'ils doivent faire, y compris de leurs institutions carcérales. Et évidemment, c'est aussi un outil qui va pouvoir être utilisé par les détenus pour pouvoir faire valoir leurs garanties. Alors, évidemment, un État jouit d'une souveraineté en droit international, bien sûr, mais cette souveraineté n'est pas sans limite. Il faut que, évidemment, un État puisse protéger, que le gouvernement puisse protéger les personnes qui sont sous sa juridiction, y compris, encore une fois, les détenus. La question qu'on pose ici est une question qui ne relève pas tant de la souveraineté d'un État. Pourquoi? Parce que nous parlons ici de traitements qui sont inhumains, cruels et dégradants, de conditions de détention qui relèvent de violations de l'intégrité physique et psychologique des détenus. Et on parle donc de choses et de normes qui sont impératives, de normes qui s'imposent et qui doivent être respectés par les États. L'un des textes de référence dans le domaine notamment des conditions carcérales, qui doivent être dignes et humaines, est un texte adopté par les Nations Unies qui s'appelle les règles Nelson Mandela, qui contient un ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. On parle des règles de Nelson Mandela, comme vous le savez. L'ancien président d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, a passé 27 ans en prison comme prisonnier politique et les Nations Unies ont nommé ces règles minima pour le traitement des détenus en son honneur. Si l'on applique ces règles-là aux circonstances de détention de Joël Aïvou, on constate sans grande difficulté que la plupart des règles a été violée en l'espèce. La règle première de ces règles minima affirme notamment que tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérente à la personne humaine. Je vous rappelle que l'on parle ici de règles minimales visant à respecter la dignité humaine. On est ici dans un rapport aux choses qui relève de l'évidence. On parle vraiment de la dignité fondamentale, inhérente aux êtres humains. Ici, vu les conditions de détention qui ont été imposées au professeur Joël Aïvou, il ne fait aucun doute qu'elles ont été indignes et qu'elles violent la valeur inhérente à la personne humaine. Pour le surplus, le régime carcéral imposé à Joël Aïvou viole l'essentiel des règles de Nelson Mandela, conditions de détention inhumaines, indignes et dégradantes, locaux insalubres, conditions d'hygiène exécrables, surpopulation cellulaire, services de santé insuffisants, refus d'accès à des soins médicaux, restrictions excessives des contacts avec le monde extérieur. On est ici quelque part dans un cas d'école de violation de ces règles minima de conditions carcérales qui doivent être dignes, humaines et évidemment conformes au droit international des droits de l'homme. Voilà en réalité la situation telle qu'elle peut être décrite. Bien sûr, en soi, ces violations-là engagent la responsabilité internationale de l'État du Bénin. Et bien sûr, dans ce type de situation-là, en réalité, tout le monde est perdant. L'opposant politique qui est détenu dans ces conditions-là est perdant parce qu'il se retrouve dans une situation de souffrance inouïe que l'on ne peut tolérer à l'égard de personne. Le gouvernement est également perdant
parce qu'un État qui se retrouve à traiter de cette manière-là ses détenus, en particulier ses opposants politiques, va évidemment perdre énormément en termes de réputation internationale. Et donc là, on va effectivement voir qu'en réalité, à ce jeu-là, en fin de compte, tout le monde perd. Évidemment, j'ajoute à cela que la population, les citoyens peuvent évidemment s'inquiéter de voir que dans un État qu'ils affectionnent ou non, mais dans un État qui est là notamment pour les protéger, eh bien, que l'on traite d'une manière aussi indigne, aussi infâme des opposants politiques. Des gens qui se retrouvent en prison tout en étant innocents, ils n'ont même pas été jugés, ils ne sont même pas encore retrouvés devant un juge, ils se retrouvent à être traités avec un tel mépris, avec une telle infamie. C'est effectivement de nature à permettre, ou en tout cas remettre en cause une partie de la confiance, j'imagine, des personnes qui peuvent attendre de la part d'un gouvernement qu'il respecte l'état de droit. Professeur Nebel, dites-nous, à l'étape actuelle du dossier Aïvo, où en est-on depuis son arrestation le 15 avril jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce dossier? Qu'est-ce qu'il faut retenir de nouveau? Alors, au niveau du dossier, depuis son arrestation le 15 avril 2021, à ma connaissance, et d'après les informations qui ont pu m'être rapportées, le dossier n'a pas évolué. Les avocats, mes confrères et moi-même, je salue d'ailleurs au passage le courage et la force de travail des confrères béninois qui sont très actifs sur le terrain, et qui sont évidemment aux côtés du professeur Joël Aïvo et de sa famille pour pouvoir le soutenir. Et donc les avocats n'ont pas accès au dossier, ce qui est évidemment en soi hautement problématique en vue d'une préparation de la défense. Le professeur Joël Aïvo n'a pas été dûment informé des accusations portées contre lui dans le plus court délai, comme l'exige le droit international des droits de l'homme. C'est une violation parmi d'autres de ses droits fondamentaux et des garanties judiciaires. Il n'a pas été traduit devant un juge indépendant et impartial où il aurait dû être entendu personnellement. Une telle comparution aurait dû permettre justement d'étudier la régularité de la détention et exiger une libération immédiate à défaut de dossier, de preuves et de charges sérieuses. C'est une obligation, encore une fois, qui pesait sur le Bénin, qui n'a pas été respectée, qui n'a pas été mise en œuvre. Il n'a pas pu non plus, le professeur Joël Aïvo n'a pas pu non plus exercer son droit fondamental à l'habeas corpus, le droit de demander effectivement que l'on se penche sur les conditions, la régularité de sa détention. Je pense par ailleurs qu'un observateur objectif qui examinerait la situation actuelle du professeur Joël Aïvo serait très inquiet de voir qu'une série de garanties fondamentales sont malmenées, y compris la présomption d'innocence ou le droit de préparer sa défense. Quant au calendrier judiciaire, Quant au calendrier judiciaire et au calendrier qui nous attend, une audience est prévue le 15 juillet devant la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Je n'ai pas de commentaire particulier à formuler à l'égard de cet aspect de la procédure. Comme vous le savez, la CRIET est une juridiction d'exception dont le mode de fonctionnement a d'ailleurs été critiqué par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, car incompatible avec les règles du procès équitable d'après la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous verrons évidemment si la CRIET est un organe juridictionnel capable de rendre et de faire justice en respectant les règles du procès équitable. Nous le verrons notamment le 15 juillet, en vérifiant effectivement si la CRIET respecte ou non la présomption d'innocence, les règles du procès équitable et les garanties judiciaires. De quelle voie de recours disposez-vous au cas où ces droits du détenu ne seraient pas respectés? Alors d'abord, je vais quand même exprimer un vœu et faire part de ma foi dans la justice du Bénin. Comme vous le savez, dans les États démocratiques, le juge interne, il faut le rappeler, le juge interne joue un rôle tout à fait fondamental pour la protection des droits de l'homme. Et le juge béninois a lui aussi un rôle central de garant des droits de l'homme à jouer, notamment dans ces dossiers.
Dans un état de droit, le juge est un protecteur. Le juge est un gardien de la justice. Et je formule le vœu que ce rôle puisse être pleinement joué par l'ensemble des acteurs judiciaires du Bénin qui seront invités à se prononcer dans ce dossier. Si c'est le cas, je ne doute pas que le professeur Joël Aevo sera libéré au plus vite et qu'il pourra très vite retrouver sa famille et bien sûr ses amphithéâtres. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il faudra certainement mettre en place une stratégie adaptée et je laisse évidemment le soin à mes confrères de communiquer ultérieurement sur des aspects stratégiques plus techniques. Je vais me contenter pour ma part de souligner que notre stratégie globale consiste à systématiquement à ramener la discussion et les débats sur le terrain du droit et à rompre avec cette dynamique d'arbitraire qui marque le dossier de cette détention, en tout cas qui donne l'impression d'être centrale dans le cadre de ce dossier. Nous voulons, et c'est ça le cœur de notre stratégie, que les droits de l'homme, les droits fondamentaux, le procès équitable et toutes les garanties judiciaires d'un état de droit digne de ce nom soient respectés dans le cadre de ce dossier. Et nous avons la conviction que si c'est le cas, que si les droits de l'homme sont respectés, le procès équitable également et les garanties judiciaires, Joël Aevo sera très prochainement libéré. Je vous rappelle que dans un état de droit, le juge, encore une fois, joue un rôle vraiment fondamental, déterminant. Il protège de manière indépendante et impartiale les droits de l'homme, y compris les droits des opposants politiques. C'est ça la force d'un état de droit. La force d'un état de droit, c'est qu'on y accepte la parole de celles et ceux qui sont en désaccord. Et notre stratégie est donc celle de l'état de droit, de la justice et des droits de l'homme. Ne l'oubliez pas, le droit est un instrument de lutte. Et nous allons effectivement utiliser le droit afin de faire valoir les droits de l'homme de Joël Aevo et de faire en sorte que l'on rende justice au professeur Joël Aevo et qu'on le libère dans les meilleurs délais. Professeur Ludovic Nebel, je rappelle, vous êtes professeur et avocat spécialisé en droit international des droits de l'homme et stratégie contentieuse transnationale, professeur de droit à la faculté de droit d'Aix-en-Provence en France, directeur de l'Institut d'études humanitaires internationales, expert aux Nations Unies, fondateur du cabinet Nebel, avocat, un des avocats donc de Joël Aevo. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Aix-en-Provence, en France, professeur. Je vous remercie infiniment du temps consacré à cette audition. Je voulais juste peut-être en guise de conclusion, si vous me permettez de dire un mot, oui, souligner que la détention de Joël Aevo est une détention hautement problématique en ce sens qu'elle heurte véritablement la conscience juridique universelle. Elle est intolérable dans un état de droit. Et à l'arbitraire de sa détention s'ajoute désormais la cruauté des conditions de détention que l'on a pu décrire dans le cadre de cet échange, qui l'ont exposé à un risque certain d'atteinte à sa santé et à son intégrité. Et désormais, ce n'est plus un secret, l'infamie de cette détention est publique. La communauté internationale observe le Bénin. Et la communauté internationale, je crois, attend des réactions courageuses, des réactions positives, des réactions respectueuses des droits de l'homme de la part des autorités du Bénin, notamment exécutive et judiciaire. La libération immédiate de Joël Aevo s'impose par la conscience juridique universelle. Elle s'impose non seulement par des considérations de justice, mais aussi d'humanité, de bon sens et de conscience. Et donc j'espère qu'elle aura lieu bientôt. Je vous remercie en tout cas. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour cet entretien du jour. Déjà, nos excuses pour la qualité des images venant d'Aix-en-Provence en France, des images qui sont souvent cryptées. Sur Sika Télévision en direct, nous ne vous livrons que 13 minutes pour l'entretien du jour. Vous allez pouvoir retrouver, si tout va bien, l'intégralité de cet entretien sur notre page YouTube, Sika Télévision. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Sika TV. Merci à vous.